L'intelligence artificielle générative au cœur de l'actualité. Comment est-ce qu'elle propulse l'expérience client, notamment dans le secteur de l'outsourcing au Maroc, souvent présenté comme pilier de l'économie nationale, l'outsourcing. Quelles sont les transformations majeures qu'implique l'introduction de cette technologie? Peut-on parler de rupture d'ailleurs? Quelles sont les perspectives offertes par cette IA générative pour des entreprises marocaines opérant dans les services externalisés? On en parle avec Youssef Aoufir, Deputy CEO d'Intelsia, acteur majeur de l'outsourcing présent dans pas moins de 3 continents sur 18 pays. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, alors merci de m'avoir invité. Avec plaisir. La relation client au-delà de l'humain. La technologie est au cœur de votre travail pour toute prestation. Technologie d'infrastructure, de la téléphonie, de l'informatique, des applications digitales, la robotisation de tâches simples. Si aujourd'hui on est focus, on va dire, sur l'IA générative, finalement, l'IA plus classique, c'est quelque chose que vous connaissez bien puisque vous évoluez avec depuis déjà des années. Malgré tout, on parle toujours de menaces. Après, il peut aussi y avoir des opportunités. Donc, entre menaces et opportunités, est-ce que vous avez déjà pu mesurer l'impact déjà de cette IA dans votre secteur d'activité ? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, notre secteur existe grâce à la technologie. C'est un secteur qui s'est développé depuis une vingtaine d'années et qui n'aurait jamais pu voir le jour s'il n'y avait pas beaucoup de présence de technologies, comme vous l'avez cité, de technologies d'infrastructure, de téléphonie, d'applicatifs, etc. Tous ces systèmes nous permettent de traiter des prestations à distance depuis les différents pays où nous sommes présents et de rendre un service à nos clients. L'intelligence artificielle, finalement, n'est qu'un développement. Alors, effectivement, c'est un développement de rupture qui est majeur, qui va apporter des grands changements, mais qui ne vient que renforcer, en fait, l'arsenal d'outils, de solutions que nous avons au service de nos clients et au service de nos collaborateurs. Alors, l'intelligence artificielle générative, effectivement, est la technologie qui a le vent en poupe en ce moment, mais l'intelligence artificielle classique existe dans notre secteur depuis des années. Nous l'utilisons pour faire des prédictions, nous l'utilisons pour améliorer la qualité de notre recrutement, nous l'utilisons pour avoir une meilleure visibilité sur les flux d'appels qui vont se présenter dans nos centres d'appels, et nous l'utilisons également pour améliorer la performance commerciale de nos opérations en ayant un meilleur ciblage et en créant de l'affinité entre les téléconseillers et les clients qui sont traités au téléphone. Donc c'est quelque chose qui existe chez nous depuis des années. Et aujourd'hui, effectivement, l'IA générative est le nouveau trend que nous sommes en train aussi d'adresser avec des annonces que nous avons fait récemment. Et j'imagine dont on parlera. Eh oui, une nouvelle plateforme, donc UNI, on va dire comme ça, on comprend. UNI. Voilà, UNI, voilà. Il y a un jeu de mots là-dedans, on l'a bien compris. Talal Shakir. Oui, Youssef Aoufir, bonjour. Bonjour. Alors, l'IA partout, là vraiment, ça inonde le marché. On est presque dans une angoisse entourée de cette intelligence artificielle, avec de grandes questions qui sont posées, bien sûr, sur l'avenir de nos métiers, nos liens humains. Et moi, je viens sur le côté humain notamment, puisqu'on veut personnaliser le lien, on augmente la relation client, on va donc la rendre extrêmement efficace, extrêmement judicieuse et rentable, et surtout satisfaisante pour les deux parties. Où est-ce que vous placez l'absence de la nuance émotionnelle et aussi de la personnalisation limitée quelque part par rapport au produit? Jusqu'où la limite effectivement de l'IA peut-elle s'exprimer? Et est-ce que dans cette relation client, on ne manquerait pas de nuance humaine quelque part? Alors justement, en fait, l'une des choses qui vont faire la différence entre l'intelligence artificielle et l'humain, c'est l'humain. Je suis désolé de le dire de cette manière-là, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative est ce qu'on considère comme étant une intelligence artificielle faible. Dans le développement des systèmes d'intelligence artificielle, il y a eu énormément de phases, des phases de genèse où en fait pendant un certain nombre d'années on construisait les fondements de l'intelligence artificielle générative, et je parle des années 40 avec les premiers articles qui ont été lancés aux États-Unis sur les premiers réseaux de neurones qui sont la base de l'intelligence artificielle. Ensuite, le fameux Alan Turing avec son test
de ce que peut être l'intelligence, comment détecter l'intelligence chez une machine, et puis des périodes de développement un peu plus confidentielles, avec de temps à autre des choses qui venaient chez le grand public, lorsque l'ordinateur Deep Blue d'IBM battait Kasparov, et c'était quelque chose qui était une révolution à l'époque. Quelque chose de très frappant pour l'opinion publique. Et puis en 2019, quand Lee Sedol, le champion du monde du jeu de Go, qui est beaucoup plus complexe que les échecs, a été battu par une intelligence artificielle de Google, qui est aujourd'hui chez Google, qui s'appelait à l'époque DeepMind. Donc en fait, toutes ces intelligences jusque-là étaient ce qu'on appelle des intelligences artificielles faibles, c'est-à-dire très puissantes pour traiter une tâche, mais extrêmement faibles lorsqu'il s'agissait de faire plusieurs choses à la fois. L'intelligence artificielle générative est la première intelligence artificielle qu'on considère comme une IA générale, c'est-à-dire capable de versatilité, capable de faire plusieurs choses différentes et d'adresser plusieurs sujets différents. Mais on est toujours à un niveau qui est très très loin de l'idéal de la recherche, qui est ce qu'on appelle des intelligences artificielles fortes, qui elles seraient capables alors c'est très délicat, c'est de ressentir des émotions, de disposer d'une conscience, de se comporter finalement comme un être humain. Donc ça, c'est dans les roadmaps des chercheurs, mais il y a une très grande division à ce sujet. Il y a des chercheurs qui y croient, d'autres qui considèrent que ça ne sera jamais possible d'aller jusqu'à ce niveau. Et aujourd'hui, nous, en tant que prestataires, nos prestations sont des prestations basées sur de l'humain. Et l'humain, à date, est irremplaçable lorsqu'il s'agit de comprendre la psychologie du client qui est au téléphone, lorsqu'il s'agit de comprendre sa situation émotionnelle, lorsqu'il s'agit de comprendre ce qu'il est en train de vivre par rapport aux problèmes qui l'amènent vers le centre d'appel. Un client n'appelle pas un centre d'appel pour le féliciter et pour lui souhaiter une excellente journée. Un client appelle un centre d'appel parce qu'il a un vrai problème, et un problème n'est pas résolu simplement par la solution technique, il est résolu, et en fait, et c'est là où on parle d'expérience client, lorsqu'on prend en charge complètement le client, lorsqu'on adresse les différentes dimensions de sa souffrance, et lorsqu'on lui amène une solution. Et sur ce registre-là, aujourd'hui, de tout ce qu'on a pu voir comme technologie, on est encore très très loin d'égaler l'humain. Nadia Hachimi-Alaoui, une question à notre invité. Alors, bonjour. Alors, justement, peut-être une question plus prosaïque au-delà de ce qu'apporte l'intelligence artificielle. D'accord ? Moi, je voudrais d'abord comprendre l'impact de l'intelligence artificielle dans votre domaine, dans le secteur de la relation client au Maroc, en termes d'emploi. Très concrètement, est-ce que vous êtes au cœur entrepreneur, chef d'une grosse entreprise, est-ce que ça veut dire plus de création d'emplois, moins de création d'emplois, ou des emplois plus qualifiés ou autres? Très concrètement, qu'on saisisse un peu les enjeux. Alors en fait, ça va être une transformation, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de... L'emploi existe parce qu'il y a des demandes de réalisation de certains traitements. Donc lorsqu'on nous demande de traiter un certain nombre de sujets, on crée de l'emploi. Okay. Un exemple concret qu'on puisse palper. Un exemple, vous êtes cliente d'une marque, vous commandez, votre livraison ne se déroule pas bien, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Ou à un système pour vous aider à vous y retrouver, à trouver la trace de votre livraison manquante, du problème en fait qui s'est produit. Donc en fait, ces types de traitements sont en train d'être, pour la partie de ces traitements qui est extrêmement simple, c'est-à-dire des choses qui finalement peuvent être adressées par de la digitalisation, par de l'automatisation, etc. Ces traitements-là sont en train de disparaître, voire ont déjà disparu. C'est-à-dire une voix de l'intelligence artificielle nous répond que notre colis est en train de se balader entre Shanghai et... Tout à fait. Et de la même manière, si vous revenez un petit peu en arrière, lorsque vous appeliez des centres d'appel il y a une dizaine d'années, vous pouvez appeler un centre d'appel pour activer une carte SIM
Ce genre de choses n'existe absolument plus aujourd'hui. Vous pouvez appeler votre banque pour demander votre solde. Ce genre de choses n'existe plus. Très bien. Donc ça veut dire que les personnes dans les call centers qui étaient dédiées à ça, exact. Ils sont remplacés par des machines. Tout à fait. Et depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'est produit hier. Ça s'est produit il y a plusieurs années. Vous connaissez les renseignements téléphoniques en France en particulier. Tout le monde appelait pour avoir les adresses, le restaurant, le ceci et le cela. Et ça a complètement existé. Et ça représentait des milliers d'emplois à un moment donné. Donc, en fait, on va vers une évolution du secteur où tout ce qui est simple, à faible valeur ajoutée, et finalement dévalorisant pour l'humain qui le traite. Mais qui était le cœur du métier de nos call centers, quand même. Qui était une partie effectivement prépondérante à un moment donné, mais qui a été remplacée par des choses plus complexes. Néo-taylorisme aussi. C'est du néo-taylorisme. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est le travail à la chaîne des temps modernes. C'est ça. Donc on est sur des choses plus complexes, des traitements où on va avoir absolument besoin d'une capacité d'analyse, d'une capacité à jongler entre différentes situations, entre différents systèmes informatiques, d'avoir des contextes. Et pas simplement de répondre sur l'instant par rapport à une demande. Donc ces éléments de traitement sont des éléments qui aujourd'hui ne sont pas dans le registre immédiat de l'intelligence artificielle. Et je dis bien immédiat. Donc là, on a besoin encore de recrutement ou en tout cas d'un personnel. Tout à fait. Plus qualifié à ce moment-là. Alors plus qualifié, je vais vous donner juste des éléments qui sont là, mais extrêmement concrets et factuels. Parce qu'effectivement, dès qu'il y a eu les annonces de ChatGPT, tous les experts ont annoncé des baisses de 30%, 40% dans tous les secteurs, pas seulement de la relation client. Mais finalement, on va dire en termes de concrétisation, 1 an et demi après, on a toujours un secteur qui est en croissance et qui est en croissance sur toutes les régions. Nous avons, en tant que Intelsia, une présence dans différentes régions du monde. Vous voulez dire l'offshoring, enfin les call centers. Oui, tout à fait. Ce secteur-là continue à croître. Il continue à croître globalement à l'échelle mondiale. Il continue à croître sur le marché francophone, sur les marchés hispanophones, sur les marchés lusophones. Chaque marché continue à croître. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement des choses qui disparaissent, mais il y a des choses qui viennent compenser. Et ces choses qui viennent compenser sont en fait dues à plusieurs éléments qu'on peut effectivement traiter dans le détail. Effectivement, ce qui va réduire les demandes pour ces interactions ou pour ces traitements humains sont effectivement tout ce qui est simple disparaît et va disparaître et continuera à disparaître. Avec l'arrivée des digital natives, les jeunes automatisés préfèrent traiter avec une machine, avec un système. En fait, l'amélioration des traitements eux-mêmes, les traitements humains, réduisent les futurs traitements parce que mieux vous traitez, moins les clients appellent. Mais concrètement, justement, restons sur l'emploi. Concrètement, j'y arrive. Oui, voilà. Est-ce que c'est un redéploiement sur de nouveaux profils, mais on reste dans le même volume d'emploi ? On reste sur des volumes d'emploi en croissance. C'est ça c'est le paradoxe. Parce que du côté, j'ai parlé en fait des éléments qui réduisent le besoin d'emploi. Ceux qui vont créer de l'emploi, c'est que aujourd'hui, les marques considèrent que leurs clients sont leurs actifs les plus précieux. Et donc, on voit des marques qui n'avaient pas de service client ou qui avaient du service client extrêmement digitalisé commencer à repasser vers de l'humain. Parce qu'ils considèrent que l'interaction humaine leur permet de se créer des opportunités commerciales avec les clients, de mieux les connaître, de mieux... L'effet communauté. Façonner leurs produits, etc., d'avoir cet effet communauté, effectivement. On a effectivement quelque chose qui vient rajouter, augmenter le besoin, c'est en fait la nature on va dire, du développement des entreprises. Aujourd'hui, une entreprise atteint un certain niveau, a besoin de croître. L'économie d'aujourd'hui est basée sur la croissance. Pour réaliser de la croissance, une entreprise va nouer des partenariats. En nouant des partenariats, elle complexifie les prestations qu'elle rend à ses clients. Et elle les rend surtout non maîtrisées par les systèmes d'information de ces entreprises. Et je vais citer un exemple très simple qui est que tout le monde peut appréhender. Le cas de Amazon.
Amazon est une entreprise qui est une entreprise digital native depuis le premier jour. C'est-à-dire que le choix a été fait de tout mettre sur la technologie. Aujourd'hui, Amazon est l'une des entreprises qui dispose d'un des plus grands services clients au monde. Aujourd'hui, chez Amazon, il y a plus de 100 000 collaborateurs humains qui traitent. Et pourquoi ? Vous allez me dire, mais pourquoi ? Puisqu'ils ont tout digitalisé, etc. Parce que tout simplement, Amazon aujourd'hui n'a pas que ses produits en entrepôt sur lesquels elle a la maîtrise, qu'elle peut traquer, qu'elle peut mettre dans un système d'information, mais elle a des marketplaces énormes où tout le monde peut vendre. Et une fois que vous achetez un livre qui ne vient pas de l'entrepôt Amazon et qu'il y a un problème qui se produit par rapport à ce livre, vous êtes un peu dans le vague et vous n'avez pas une traçabilité qui est assurée par des systèmes d'information. Et donc, vous avez besoin d'êtres humains qui vont aller jongler dans des systèmes à droite et à gauche pour vous aider à régler, à avoir une visibilité et à avoir une réponse. Donc, d'un côté, on a une réduction, de l'autre, on a une complexification qui vient de ces périmètres. On en parlera tout à l'heure, mais donc veut dire aussi d'autres types de profils. Pas nécessairement, c'est que les mêmes profils étant mieux formés ou formés différemment. La dimension, alors une dimension aussi qui est très importante, qui est la dimension de la création de valeur. Historiquement, les centres de relations clients étaient des centres qui fournissaient une information, qui fournissaient un renseignement, qui résolvaient un problème et qui arrêtaient la conversation. Aujourd'hui, les marques considèrent les centres de relations clients comme un canal de distribution commerciale. Tous nos clients, aujourd'hui, nous demandent de vendre lorsque les interactions se passent positivement. Lorsque vous avez un bon service qui a été rendu au client à la suite d'un échange, on vous demande de sonder le client pour aller trouver une opportunité pour vendre un produit additionnel, pour élargir une couverture, etc., etc. Et ça, c'est ce registre, on va dire, de l'interaction commerciale, où il y a de la découverte de besoins, où il y a de l'argumentation, où il y a de la proposition, etc. C'est aujourd'hui, il n'y a que les humains qui savent le faire. Et c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on nous demande de le faire même sur des prestations de support technique. Alors quand vous faites du support technique, quand vous appelez quelqu'un pour vous aider à dépanner votre lien Internet, vous êtes en face normalement d'une personne qui a un profil plutôt technique, plutôt savoir-faire technologique, etc. et qui n'a pas normalement des compétences commerciales. Aujourd'hui, ces compétences commerciales sont demandées également sur des profils techniques. Donc voilà, c'est un exemple, un cas d'usage. Merci. Restez avec nous. La relation client à l'ère de l'IA, un modèle à réinventer. On va en parler avec notre invité ce matin, Youssef Aoufir, Deputy CEO d'Intelsia. On se retrouve après la pause. À tout de suite.